De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité Samuel Bajoum, journaliste et écrivain, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Gracien Roukindikiza et Jean-François Akanji-Kombe. Une épidémie de choléra a fait 27 victimes parmi les dizaines de milliers de Burundais qui ont fui les violences politiques de leur pays pour se réfugier dans le nord-ouest de la Tanzanie. Face à la situation, l'UNICEF a tiré la sonnette d'alarme. Ibrahim Ndiaye. La situation dans les camps de réfugiés en Tanzanie inquiète. Depuis le début de la crise politique au Burundi, plus de 70 000 Burundais se sont réfugiés en Tanzanie. La plupart de ces femmes et de ces enfants sont confrontés à une épidémie de choléra dans leur camp. Une situation dénoncée par l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, qui tire sur la sonnette d'alarme. La surpopulation et les mauvaises conditions sanitaires ont provoqué un pic des cas suspects et confirmés de choléra et de diarrhée aiguë parmi les réfugiés. À défaut de la mise en place d'un centre de traitement sur le site de Kagunga, la mortalité pourrait très rapidement augmenter. Pour les analystes, le retour rapide à la paix et à la sécurité au Burundi est la solution pour éviter une aggravation de la situation. La situation dans les camps de réfugiés en Tanzanie inquiète beaucoup parce qu'en fait, il y a beaucoup de flux et c'est une situation qui était inattendue au niveau de la sous-région. La seule façon de sauver ces populations, c'est de créer de bonnes conditions de sécurité au Burundi pour que ces gens puissent rentrer. Et en attendant, il faut que le HCR s'occupe de cette question et surtout de la sous-région, au moins financer, aider les gens qui sont installés comme ça se passe au Rwanda. Depuis le début des contestations, 26 000 Burundais se sont déplacés au Rwanda et 9 000 autres en République démocratique du Congo. Jean-François, une situation dramatique, comme on vient de le voir dans le reportage. Vraiment dramatique et comme disait Gracien dans le reportage, on attend, la seule condition c'est le retour de la sécurité au Burundi pour qu'ils reviennent. Personne n'est... Est-ce qu'on a le temps d'attendre On n'a pas le temps d'attendre, sauf que la situation est ce qu'elle est. Aujourd'hui, la situation au Burundi est catastrophique, en tout cas pas catastrophique, mais en tout cas il y a des raisons suffisantes pour que ces personnes se soient déplacées. Il n'y a pas de visibilité aujourd'hui. Après le coup d'État, on sait qu'il continuera à y avoir une période d'inquiétude, de répression, etc. Donc c'est une situation qui est catastrophique et qui est malheureusement une situation assez commune en Afrique. La situation de déplacer, la condition de déplacer, les déplacements de population sont choses si courantes en Afrique. On aimerait bien qu'un jour cela s'arrête, mais ça passe notamment par une sorte de normalisation politique, parce que c'est de là que tout cela vient. Les troubles politiques, la malgouvernance, tout cela déracine les personnes et nul n'a vocation à être déraciné de sa propre terre, sauf par sa propre volonté pour aller vivre ailleurs. C'est déplorable, mais bon, c'est ainsi en Afrique aujourd'hui. Oui, monsieur Bajoum, c'est assez malheureux la situation de ces déplacés, de ces réfugiés, comme l'a bien souligné Jean-François. Il y en a des millions aujourd'hui en Afrique. À qui est la responsabilité? Qui doit intervenir? Parce que là, par exemple, pour les réfugiés burundais, comme Gracien le disait, il faut attendre que la situation se normalise dans le pays. Mais est-ce qu'on a véritablement le temps d'attendre? Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas peut-être au pays d'accueil de prendre la responsabilité? Oui, les pays d'accueil, sauf que les pays d'accueil, parfois, ont du mal à gérer déjà leurs propres problèmes internes. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense que la solution, évidemment... il y a une question que je me pose, est-ce que ces dirigeants-là aiment leur pays? Je ne crois pas. Parce que quand on aime son pays, quand on aime son peuple, on ne le pousse pas à longueur d'année à être sur les routes, à fuir, à se réfugier dans des pays où on va développer le sentiment de xénophobie, où on va aller mourir de choléra parce qu'on a été obligé de fuir de sa maison. Est-ce que c'est terrible, c'est terrible. Je n'ai pas de mots pour qualifier cela. Et c'est pour ça que je dis, tous ces gens, bon, je me dis, je suis africain, je suis un peu... Je me dis que ces gens-là, de toutes les façons, ils paieront un jour d'une manière ou d'une autre. Ils le paieront. Devant une autorité suprême, mais ils paieront, parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Regardez, en Méditerranée aujourd'hui, combien d'Africains meurent dans des bateaux, dans ces bateaux mouroirs? Combien? Parce qu'ils fuient leur pays, parce qu'ils fuient la répression, parce qu'ils fuient les conditions de vie. Est-ce que c'est normal? Je voudrais que nos chefs d'État, à un moment donné, quand même, regardent un peu la télévision,
pas leur télévision, qui regardent un peu la télévision, ce qu'on dit à l'extérieur, et qui se disent que l'Afrique, après tout, c'est des êtres humains et on ne mérite pas ça. Et le secteur bancaire en Afrique subsaharienne devrait connaître une forte croissance au cours des 18 prochains mois. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette bonne performance. Ibrahima Dioumaba. Le secteur bancaire en Afrique subsaharienne devrait connaître une forte croissance au cours des 18 prochains mois. Les actifs des investissements du secteur ont augmenté de 15% en moyenne au cours des 4 dernières années. Nous nous attendons à ce que les systèmes bancaires d'Afrique subsaharienne continuent à connaître une forte expansion au cours des 18 prochains mois, dans le sillage d'une croissance économique robuste et d'une plus grande pénétration des services bancaires grâce à l'accessibilité croissante du mobile banking. Plusieurs facteurs expliquent la croissance du secteur bancaire en Afrique, notamment l'existence de marchés locaux et régionaux permettant aux banques de lever des fonds sur le long terme. Pour maintenir cette dynamique, les États et les banques doivent inciter les acteurs économiques du secteur informel à intégrer le tissu bancaire. Il y a tout ce qui est sensibilisation de la population, puisque c'est important que la population, les populations, notamment le secteur informel, puissent s'orienter vers les banques. Ça va permettre de mieux maîtriser les flux financiers en termes de fiscalité pour l'État notamment. Il faut préciser que les banques doivent aussi faire des efforts pour faciliter l'accès des populations au système bancaire à des frais le moins importants, le moins élevés possible. Le secteur bancaire en Afrique doit sa forte croissance, notamment au mobile banking. Les investissements directs étrangers et le dynamisme entrepreneurial des Africains contribuent aussi à la croissance du secteur bancaire sur le continent. Jean-François, ce sont des prévisions uniquement, elles sont donc plutôt bonnes pour l'Afrique. Quels facteurs peuvent l'expliquer ? Alors, ce sont des prévisions d'abord, ce sont des prévisions de Moody's, ce qui n'est pas neutre, et ce sont des prévisions par conséquent qui sont basées sur des paramètres qui sont des paramètres du marché capitaliste traditionnel. Moi, j'en reviens à ce que je dis de temps en temps autour de cette table. Évidemment, la bancarisation, le niveau de bancarisation en Afrique est à un tel point qu'il y a un marché qui est ouvert. Il y a un marché qui est ouvert. Le tout maintenant, c'est de savoir dans quel sens on va bancariser, on va faire évoluer. Et aujourd'hui, le phénomène que tout le monde constate, c'est que les banques sont dans les grandes villes, sont là où se font les affaires. Et en Afrique, je pense que l'enjeu de demain, c'est aussi de faire une sorte de bancarisation équitable, d'aller jusqu'au fin fond de la campagne, dans les villages, pour pouvoir installer les services bancaires qui sont d'ailleurs important en Afrique, notamment pour lutter contre la corruption, pour sécuriser ou rendre transparent les transactions financières. C'est un élément important, mais comme je le dis toujours, les banques savent où sont l'argent, notamment lorsqu'il s'agit des petits porteurs, et lorsqu'il s'agit de prêter, on leur explique qu'ils sont des populations à risque, et il faudrait qu'il y ait des politiques d'incitation vers des formes de bancarisation qui soient adaptées, y compris pour les petits besoins financiers, les petits investisseurs, les petits agriculteurs, les petits commerçants, etc. Mais bon, ce ne sont pas les prévisions de Moody's. Moody's, il voit les grandes banques qui viennent investir en Afrique et qui viennent prendre des places fortes en Afrique. Évidemment, le marché est trop bon pour qu'on puisse se repaître à nouveau, là, sur le plan financier de l'Afrique. Si on pouvait l'éviter, ce serait une bonne chose. Alors, Monsieur Bajoum, on parle là de bonnes prévisions, mais on ne peut pas parler de bancarisation en Afrique sans parler d'un système bancaire qui est loin d'être inclusif. Le système bancaire en Afrique, pour moi, je sais même pourquoi on ferme ces banques-là. Franchement, ça sert à quoi? Le petit commerçant, je ne peux pas obtenir un crédit à la banque. L'étudiant qui sort de l'école et qui a un projet qui, ne peut pas obtenir un franc à la banque. Par contre, quand il s'agit de... Vous mettez votre argent à la banque et la banque l'utilise. Et après, quand vous revenez, on vous dit, oui, les frais d'entretien, les frais de tenue de compte, les agios. Et si vous mettez 100 000 francs à la banque et vous n'y touchez pas à la fin de l'année, vous ne vous retrouvez même pas à 40 000 francs. Parce qu'on va vous dire qu'il y a eu les frais de gestion du marché. Ça sert à quoi? Ça sert à rien, à mon avis. Moi, je pense que les systèmes que les gens ont développés, comme les systèmes de tontine, puis ces microcrédits qui existent par exemple dans des pays comme le Kenya, je pense que c'est vers ça qu'il faut se tourner, c'est ça qu'il faut développer.
J'ai un ami qui, l'autre jour, a fait une étude assez intéressante et il me dit, sur les 2 dernières années, la diaspora malienne dans le monde a envoyé 2 milliards d'euros, 2 milliards de dollars au Mali. 2 milliards de... Mais ça, c'est pour construire des villas. Et puis vous voulez construire votre villa, votre oncle va détourner l'argent. Donc tout ça, c'est des trucs à fond perdu. Moi, je pense qu'il faut que les gens s'organisent. Et malheureusement, on a un défaut majeur, nous les Africains, on ne se fait pas confiance. Parce que c'est ça le problème majeur, on ne se fait pas confiance. Parce que vous êtes à l'étranger, vous souffrez pour envoyer un peu d'argent pour qu'on vous construise une case. Le jour où vous débarquez, vous ne trouvez rien. Parce qu'on a... Et en plus, quand vous voulez demander à des camarades organisons-nous pour faire des choses, ils préfèrent aller plutôt faire avec un Européen qu'avec son compatriote et tout. Et ça, c'est triste. On va passer aux chiffres du jour. Le crédit à la consommation vient d'être officiellement restauré en Algérie après une suspension de plus de 5 ans. Principale nouveauté, le crédit à la consommation a été restauré uniquement pour les produits nationaux. Et puis on va passer aux chiffres puisque le chiffre du jour c'est 30%. L'emprunteur ne pourra pas dépasser 30% des revenus mensuels nets afin d'éviter bien évidemment le surendettement. Gratien, une réaction ? D'abord, pas par rapport aux chiffres, par rapport à la restauration du crédit à la consommation. C'est une très bonne chose parce qu'on ne peut pas faire l'économie sans qu'il y ait les crédits, parce que les gens, on est entré dans un système monétarisé, notamment au niveau de l'Algérie. On demande de l'argent. Il y a des crédits d'abord pour consommer. Il y a des pays, par exemple, quand on regarde les Américains, ils consomment même quand ils demandent des prêts, même quand ils ont de l'argent. C'est toujours bien de consommer, ça fait tourner aussi la monnaie. Ce qui est bien, c'est que l'Algérie, déjà les taux d'intérêt en Algérie sont bas par rapport à d'autres pays, environ 8%. Il y en a des pays qui en sont à 20, voire 30%, ce qui fait que ce qui se trouve en Algérie, ça favorise l'économie. Il y a la consommation. Avec cette consommation qui tourne, il y a aussi l'investissement, parce que pour consommer des produits locaux, il faut aussi investir. Et en même temps, ce que je pense qui est vraiment... qu'on peut saluer en Algérie, c'est aussi la durée des taux d'intérêt, parce que là, on sort du cadre de la consommation, c'est surtout au niveau de l'investissement, que ce soit l'immobilier ou autre. Les taux d'intérêt, la durée qui va jusqu'à 25 ans, alors que dans d'autres pays, on ne peut pas dépasser 5 ans. Par exemple, au Burundi, on ne peut pas dépasser à 5 ans. Donc, on a du mal à investir quand on a des durées comme ça. C'est une très bonne chose. Je pense qu'on peut, dans beaucoup de pays africains, il faudrait que ils baissent les taux d'intérêt, et aussi, c'est bien de limiter, disons, la part du revenu mensuel, parce qu'il faut éviter que les gens tombent dans l'endettement, parce que leurs biens sont vendus par les banques après. Alors, Jean-François, moi je m'interroge parce que c'est très bien de rouvrir le crédit à la consommation pour favoriser les produits nationaux, les produits locaux, mais ça fonctionne bien quand le pays produit localement. Précisément. Ça fonctionne bien quand le pays produit localement, et puis ça crée quand même un sentiment assez bizarre, parce que c'est une sorte de contrainte à consommer local. Et moi, si je suis consommateur, je consomme ce que j'ai envie de consommer. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils vont acheter? L'Algérie ne produit pas de voitures, ne produit pas d'électroménager. Voilà. Donc vous mettez le doigt là sur le fait que c'est une mesure dont la portée est extrêmement limitée. Elle est limitée à de la consommation d'un certain niveau, de certains produits qui sont des produits de base essentiellement. Il ne s'agira pas d'aller consommer, vous avez évoqué les voitures, mais on peut évoquer d'autres produits de luxe, le parfum, celui qui veut acheter un petit bijou à sa dame ou acheter autre chose, il ne peut pas... Moi personnellement, je suis un peu réservé sur les bienfaits du marché de la consommation, des crédits à la consommation, parce que c'est des habitudes de vivre avec de la dette sur le dos que l'on voit ici. Bien sûr, on peut les limiter en limitant le taux d'endettement, mais il faut y aller mollo. L'ouvrir un peu plus sur les autres biens. Ce sont des biens qui sont importés, la plupart du temps, pour lesquels on n'a pas les moyens de consommer. Voilà, c'est une bonne chose pourvu que l'équilibre soit tenu, mais nous n'avons pas le temps ici de débattre de tout ça. Et oui, puisque c'est la fin, Jean-François, merci d'avoir été avec nous. Désolé Amira, mais je vous remercie encore, et puis je salue à nouveau toutes celles et tous ceux qui nous sont fidèles. Merci à vous, Gratien, également. Merci Amira, bonsoir à tous.
Et merci à vous, Monsieur Mbajoum, d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt et à la prochaine fois. Vous l'aurez compris, c'est la fin de l'Africa Newsroom. On se retrouve la semaine prochaine avec une semaine spéciale Bénin. À très vite.